Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 18 février 2023. Tout de suite à la une de l'actualité de ce jour, accélérer la mise en place de la ZLECAf ou de la zone de libre-échange continentale africaine ou la libéralisation des échanges pour les pays membres du groupe africain. C'est l'un des principaux sujets mis en avant lors de ce 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le président malagasy Andry Rajoelina fait partie des présidents présents à ce sommet. Reportage avec Jean-Claude Ndjiamalal, Andra Djadjaibé et Ir Raslou Farmanen. Au cours des 3 dernières années, l'inflation n'a cessé d'augmenter. Les économies mondiales et africaines ont également stagné. Le fardeau de la dette de l'Afrique s'y est ajouté, a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. La ZLECAf, qui est un projet commercial concocté par les pays africains, améliorera l'économie et le PIB en Afrique. Il est temps que l'Afrique soit à la place qui lui revient dans la libéralisation des échanges sur le marché intérieur. En effet, l'Afrique compte déjà plus d'1,3 milliard de clients. La volonté des pays membres est nécessaire pour la mise en œuvre de la ZLECAf selon les explications. Par ailleurs, il a également été discuté la recherche de solutions pour rendre l'Afrique autosuffisante en aliments, ainsi que d'organiser la paix en Afrique, notamment l'Est de la RDC, où il existe un conflit avec le Rwanda, le Mali, le Burkina Faso, le Soudan. Le mandat de l'ancien président de l'Union africaine, Macky Sall, et du président du Sénégal a également pris fin en février dernier. Il a été désigné pour le diriger pour 1 an, selon le système. Les Comores dirigeront l'Union africaine jusqu'en 2024. La passation entre l'ancien président et le nouveau président s'est effectuée aujourd'hui. Le président malagasy a félicité le nouveau président de l'Union africaine et il a également rencontré l'ancien président de l'Union africaine ainsi que de nombreuses personnalités. Concernant toujours le voyage du président de la République en Éthiopie, l'Afrique devrait définir une vision pour la promotion de la production d'énergie, a déclaré aujourd'hui le président malagasy Andry Rajoelina à Addis Abeba en Éthiopie lors d'une table ronde avec plusieurs présidents et partenaires africains. Reportage toujours avec Jean-Claude Ndjiamalal, Andra Djadjaibé et Ir Raslou Farmanen. Nous disposons de toutes les matières premières nécessaires pour produire de l'énergie, a déclaré le président Andry Rajoelina. Nous avons le soleil, l'eau ainsi que l'air. Mais leur exploitation doit être intensifiée. Le taux de consommation d'électricité en Afrique est également encore faible, a-t-il déclaré. Quand on parle d'énergie, on parle le pilier de développement du continent, mais surtout en fait de chaque pays. Aujourd'hui, et pourtant force est de constater que une grande partie de la population de l'Afrique n'a toujours pas accès à l'électricité. C'est un constat malheureux dans la mesure où le continent africain regorge des ressources pouvant être transformées en énergie. Comme je le disais toujours, Dieu a créé le ciel et la terre avec les êtres humains, mais également on nous a donné le vent, on nous a donné l'eau et le soleil pour pouvoir transformer en énergie. Donc maintenant, il faut qu'on transforme nos discours en action. Il faut surtout accélérer le développement. C'est pour cette raison que, en ce qui concerne Madagascar, par exemple, il y a quelques années, un grand pays comme Madagascar, nous n'avons qu'entre 500 et 600 mégawatts de production d'énergie pour 26 millions d'habitants, ce qui est très peu. Pourquoi? Et c'est pour cette raison qu'il faut accélérer le développement en utilisant les ressources, c'est-à-dire les ressources hydrauliques, les ressources à travers le soleil, à travers les parcs solaires, mais aussi les éoliens. Quand on parle de ressources aujourd'hui, il faut que l'énergie soit à la portée du pouvoir d'achat de chaque population. Il faut réduire la dépendance aux énergies fossiles. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut donc accélérer les barrages hydroélectriques, qui est moins coûteux et moins cher, parce qu'aujourd'hui, on peut arriver à produire de l'énergie entre 6 et 8 cents le kilowattheure
en utilisant bien évidemment l'énergie en hydroélectrique. Les parcs solaires, ça pourrait se rapprocher de chaque village, comme Madagascar, c'est immense, il est difficile de raccorder et d'électrifier l'ensemble de l'île. Donc, nous allons déployer sur 119 districts, en ce qui concerne Madagascar. Cette année, l'État va investir pour 50 mégawatts d'énergie solaire dans 36 villes. Et dans les années à venir, sur les 119 districts, Madagascar, donc on va atteindre à 100% de l'ensemble des districts qui seront électrifiés à travers les parcs solaires. Si nous voulons progresser, la production d'énergie propre en Afrique ne peut être sous-estimée, a déclaré le président Andjradjoeln. Il faut augmenter le taux d'accès à l'électricité. Il faut que ce n'est pas négociable pour chaque dirigeant. Il faut vraiment sans énergie, sans électricité, on ne peut pas vaincre la pauvreté, on ne peut pas industrialiser nos pays respectifs. Donc, c'est vraiment, ça fait partie des conditions de développement et vaincre justement la pauvreté dans chaque pays. Deuxièmement, il faut réduire la dépendance en énergie fossile, et tout ça, ça va améliorer la qualité de vie de la population et contribuer au développement et à l'industrialisation de chaque pays. Voilà, j'ai voulu juste en fait brosser l'ensemble des problématiques de Madagascar, mais qui aussi des problématiques du continent africain. L'accès à l'énergie, c'est vraiment important. Et pour en terminer, il y a de l'énergie pour nous, les êtres humains, qu'on ne voit pas, mais qu'on a aussi besoin pour vivre et pour faire nos activités. C'est l'air. L'air, on ne le sent pas, mais on a besoin de l'air pour vivre. Et un pays, on a besoin aussi de l'énergie pour développer. Les présidents africains qui ont participé à cette table ronde ont apprécié la volonté et le leadership du président Andjradjoeln dans la poursuite de l'exploitation de l'énergie en Afrique. Nous avons eu le grand honneur et plaisir aujourd'hui d'avoir son Excellence Monsieur le Président du Madagascar à la tête de la séance consacrée à la question de l'accès à l'énergie en Afrique en marge du sommet africain ici à Addis Abeba. Comme vous le savez, c'est un sujet extrêmement important pour le développement de notre continent et étant la commissaire en charge des infrastructures, de l'énergie et de la numérisation de l'Union africaine, cette question d'énergie donc, est une question prioritaire pour nous. Nous avons tenu à ce qu'il y ait un nombre de représentants de pays africains représentant pratiquement toutes les régions de l'Afrique au niveau ministériel, mais aussi des partenaires en développement. Il y avait la BAD, la Banque mondiale, Africa 50, les bilatéraux. Et c'est une séance où nous avons soulevé donc notre souci par rapport au grand nombre, enfin plus de la moitié de l'Afrique qui n'a pas accès à l'électricité et aussi 90% de notre population africaine qui n'a pas accès à l'énergie propre pour les usages domestiques. Donc voilà, c'est une table ronde, comme je dis, extrêmement riche en idées, mais riche en contenu, riche aussi parce que elle a mis l'accent sur cette question qui est extrêmement critique pour notre continent et ça fait partie donc de tout un nombre de discours qui ont été cités ce matin par leurs excellences les chefs d'État à l'inauguration du sommet de l'Union africaine qui tous ont insisté sur la question de l'énergie. Le président malagasy a été spécialement invité à assister à la discussion sur l'énergie et il a lui-même dirigé la réunion lorsque le président du groupe africain a quitté la salle de conférence. Et continuons dans la page politique, comme l'a confirmé le porte-parole du gouvernement lors d'une émission sur la radio nationale. Un changement de gouvernement est incontournable. Néanmoins, il appartient au président de la République de déterminer la date et la structure du nouveau gouvernement. Les détails avec Saï Sylvain. La rumeur qui circule ces derniers temps concernant un remaniement vient d'être confirmée officiellement. Le 5e gouvernement durant ce mandat de Andjradjoeln sera connu prochainement.
Dans l'émission d'hier sur la radio nationale malagasy, la ministre de la Communication et de la Culture, également porte-parole du gouvernement, l'a confirmé. Cette dernière a également affirmé que le président de la République a déjà adressé ses remerciements à tous les membres du gouvernement lors du dernier Conseil des ministres. Selon nos sources, le changement de gouvernement est inévitable. La première raison est l'absence d'un ministre chargé des Affaires étrangères, un ministre par intérim étant actuellement chargé de ce ministère. Pour rappel, l'ancien ministre des Affaires étrangères a été démis de ses fonctions le 18 octobre 2022 et le ministre de la Sécurité nationale occupe depuis lors le poste par intérim. Par ailleurs, des décisions seront également prises à l'encontre de tous les ministres qui composent le gouvernement actuel. Le fait d'effectuer des évaluations est une méthode que le président de la République, Hadj Rajoelina, a déjà instaurée dès sa prise de fonction. La durée de ce quatrième gouvernement est de 11 mois. Comme nul ne l'ignore, les diverses rumeurs véhiculées par les réseaux sociaux à l'approche de remaniement peuvent être considérées comme des pressions à l'égard des décideurs. Mais quoi qu'il en soit, la formation du gouvernement relève de l'entière responsabilité du président de la République. Il détermine également quand il fera l'évaluation et le changement. Dans un tout autre sujet, selon les prévisions de Météo Madagascar, le cyclone tropical intense Freddy devrait toucher les terres de la Grande Île entre le district de Vatumangue et Manakar dans la nuit du mardi 21 février ou tôt le matin du mercredi 22 février. Les conditions météorologiques en mer vont commencer à se dégrader à partir de la nuit du lundi 20 février. Ainsi, les prescriptions d'alerte verte restent en vigueur pour les régions Analandirouf, Antinanan, Vatvav, Fitfnan et Atimotnanan. Andina Martina. Vers 15 h, le centre du cyclone tropical Freddy se trouvait à 2250 km de Madagascar, selon Météo Madagascar. Il poursuit son trajet vers le nord et les vents en mer sont estimés à 213 km/h avec des rafales de 260 km/h. Bien qu'un léger affaiblissement est constaté par rapport à hier, il reste encore un météore de catégorie 4 selon les informations. De ce fait, les prescriptions d'alerte verte restent en vigueur pour les régions Analandirouf, Antinanan, Vatvav, Fitfnan et Atimotnanan. Le cyclone tropical intense Freddy devrait toucher les terres de la Grande Île entre le district de Vatumangue et Manakar dans la nuit du mardi 21 février ou tôt le matin du mercredi 22 février, selon toujours les prévisions du service de la météorologie. En outre, les conditions météorologiques en mer vont commencer à se dégrader à partir de la nuit du lundi 20 février 2023, suite à l'arrivée prévue des houles cycloniques générées par ce cyclone tropical intense. Page culturelle pour continuer. Les 50% des membres de la FIMPIMA ou Fikambanan Pikabar Malagasy sont des jeunes. Cela prouve que le Kabar Malagasy continuera de traverser les époques à venir, a expliqué l'association aujourd'hui lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la célébration de son 60e anniversaire sur le parvis d'Analakeli. La vision est que le Kabar est un trésor national qui mènera la génération actuelle et celle future vers le développement. Les détails avec Sylvain et Sech Anjianabu. Voninahitra wani teny malagasy, voninahitra wani kabary malagasy, momba ampiainana manarivo tony misaotra tompoky lahy misaotra tompoky vavy. Le nombre des membres de la FIMPIMA ou Fikambanan Pikabar Malagasy ne cesse d'augmenter. Des membres constitués majoritairement de jeunes et surtout des femmes. La FIMPIMA fête ses 60 ans cette année et l'évolution au fil des années est visible selon Ajiambovunts Anch, président de la FIMPIMA. Le Kabar a fait partie du patrimoine mondial depuis l'année 2021 et FIMPIMA existe actuellement dans le monde entier. Et il est à noter qu'une des Kabars dans d'autres langues nationales existe. Cette année, la FIMPIMA fête ses 60 ans et la célébration a débuté aujourd'hui sur le parvis d'Analakeli. Cela a commencé par la remise de récompenses aux intervenants, une exposition portant sur l'histoire du Kabar et de la langue malagasy, et la célébration du 60e anniversaire de la FIMPIMA se poursuivra tout au long de l'année. Ensuite, le stress occasionne diverses affections et commence à prendre de l'ampleur au sein de nombreux travailleurs malagasy selon un médecin. À l'origine, une trop grande charge de travail, la trop longue durée des heures de travail et surtout une mauvaise communication entre l'employeur. Selon les explications, il ne faut surtout pas prendre à la légère les affections dues au stress, lesquelles peuvent être évitées à travers les contrôles de santé des salariés, selon l'organisme chargé de la santé des salariés. Les détails avec Andina Martina et Nzar Hadjiantsou.
Les travailleurs malagasy souffrant de stress sont de plus en plus nombreux selon une organisation qui s'occupe de leur santé. Le stress est à l'origine d'affections qui peuvent se traduire par l'incapacité du corps à faire face à une situation, selon les explications du docteur Rakotonirina Désiré. La pression que subissent les salariés sur leur lieu de travail conduit souvent au stress, a déclaré le médecin, tels que la trop longue durée des heures de travail et surtout la mauvaise communication entre l'employeur et l'employé. Cependant, il ne faut pas prendre à la légère les affections dues au stress, selon toujours les explications, car elles peuvent conduire à la dépression. Toutefois, il est possible de les prévenir à travers le suivi de la santé des travailleurs au sein des entreprises. Certaines des organisations impliquées dans la santé des travailleurs le font, en plus de la sensibilisation et du contrôle. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, Istanbul est la plus grande ville de Turquie. Le double séisme du 6 février dernier suscite l'inquiétude chez les habitants. Selon le maire de l'opposition, quelques 90 000 bâtiments pourraient s'effondrer en cas de tremblement de terre majeur. Reportage sur les images de France 24. Istanbul, population officielle, 16 millions d'habitants. Des hommes, des femmes à qui le double séisme du 6 février dernier a rappelé que leurs propres immeubles ne sont peut-être pas sûrs et qui se préparent. On prend tous des mesures personnelles et on espère que tout le monde fasse de même. Bien sûr, les mesures principales doivent être prises par le gouvernement ou les municipalités. On fait ce qu'on peut faire à notre niveau. À l'observatoire de Kandili, ces ingénieurs surveillent tous les mouvements sismiques en Turquie. L'année dernière, nous avons eu plus de 20 000 événements sismiques, dont plusieurs milliers étaient d'une magnitude supérieure à 3. Selon ce professeur, ce qui s'est passé dans le sud du pays n'a pas d'incidence sur le mouvement des plaques à Istanbul, mais il est certain qu'un séisme important frappera un jour la plus grande ville de Turquie. Oui, c'est vrai. Ça doit arriver. Parce que la faille nord-anatolienne est en mouvement. Et nous savons que cette faille nord-anatolienne génère de puissants tremblements de terre. Et quand cela arrivera, des dizaines de milliers d'immeubles risquent de s'effondrer, car de trop nombreux quartiers sont remplis d'autoconstruction ou de bâtiments pas aux normes. Jean-François Pérouse alerte sur cette situation depuis des années. On économise sur les contrôles techniques, on économise sur le béton, sur l'acier. Et on a surtout très souvent, comme ici dans ce quartier, des locaux d'activité, soit des locaux commerciaux, soit des petits ateliers en rez-de-chaussée, et pour l'aménagement desquels on a scié les colonnes porteuses. Selon un responsable de la municipalité d'Istanbul, aux mains de l'opposition, même si l'État turc alloue une grande partie du PIB du pays à la réfection, à la démolition, à la reconstruction des immeubles qui posent problème dans la ville, les travaux ne pourraient être complétés avant au moins 3 ou 4 ans. Et en France, le débat sur la réforme des retraites s'est achevé dans la confusion, mais comme prévu vendredi à minuit pile, en raison de la procédure accélérée, l'examen du texte doit actuellement se poursuivre au Sénat. France 24. Au bout de la nuit, la fin des débats autour de la réforme des retraites. Nous allons maintenant interrompre l'examen du projet de loi. Je suspends la séance et nous abordons... L'examen en première lecture de la réforme des retraites s'achève sans vote, dans une ambiance électrique. Les députés ne sont pas parvenus jusqu'à l'article 7 de la réforme qui prévoit le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Un échec parlementaire reconnu par la majorité qui accuse la gauche d'obstruction, elle qui avait déposé des milliers d'amendements. On n'a pas pu débattre de ces amendements. Et pour nous, c'est désolant. Alors qu'on avait des idées, des points de vue à donner à l'ensemble du pays pour que le pays comprenne notre position. Et il y a eu cette bordélisation, je le dis, ce mot est terrible, mais c'est une réalité, des débats par la NUP, par la LFI, pardon. La NUP accuse quant à elle le gouvernement de ne pas avoir laissé place au débat en ayant choisi d'accélérer la durée d'examen du texte à l'Assemblée. Nous regrettons fortement qu'un débat d'une telle ampleur et d'une telle importance pour les Français et les Françaises ne puisse se poursuivre et aller jusqu'à son terme, c'est-à-dire avec un examen sérieux qui nécessite du temps. La fin de séance a aussi été marquée par la motion de censure contre le gouvernement déposée par le Rassemblement national. Sans surprise, elle a largement été rejetée. Le texte doit désormais être étudié au Sénat pendant 2 semaines. En dehors du Parlement, la contestation se poursuit.
Les syndicats ont annoncé une grève reconductible à partir du 7 mars. Selon plusieurs sondages, 2/3 des Français sont opposés à la réforme du gouvernement. Et aux États-Unis, les 5 policiers impliqués dans le tabassage suivi de la mort du jeune afro-américain Tyree Nichols ont plaidé non coupables au premier jour de leur procès vendredi. Les accusés, eux-mêmes noirs, avaient été inculpés pour meurtre, coups et blessures aggravées et abus par personne dépositaire de l'autorité publique. France 24. Le moins qu'on puisse dire également, c'est que la posture des 5 policiers a surpris à Memphis, tout simplement. Un étonnement qui est comparable aux images que vous venez d'évoquer. Quiconque était présent dans cette salle du palais de justice où les avocats des policiers incriminés ont donc annoncé que leur client, vous l'avez dit, plaidait non coupable, avait encore dans les yeux les images stupéfiantes de violence de l'interpellation de Tyree Nichols. Quelque chose d'absolument indéfendable, tout simplement. Vous avez évoqué Joe Biden. Il avait fait part à la nation américaine de sa sidération, de son écœurement et finalement n'avait pas trouvé de superlatif assez fort pour décrire ce qu'il ressentait. Ces images sont à la fois ce qui a déclenché l'enquête et vraisemblablement ce qui condamne d'avance les policiers, sachant que les médecins qui ont examiné post-mortem la victime affirment que, pour le moment en tout cas, que le décès est bien lié aux coups reçus durant l'interpellation. Une violence qualifiée d'injustifiable, on l'a dit, par la chef de la police de Memphis elle-même et qui a conduit au licenciement pur et simple et immédiat des 5 hommes. On voit mal donc comment la justice pourrait choisir une posture qui s'opposerait à celle de la hiérarchie des policiers d'abord et à celle des médecins légistes également. Et donc pour répondre directement à votre question, pour le moment à Memphis, la famille de Tyree Nichols, exemplaire, les associations qui étaient présentes dans la salle d'audience obéissent aux injonctions du magistrat qui leur demande d'être patient. Seconde requête du juge, ne jamais transiger, je cite, avec ce point fondamental du droit des États-Unis et de toutes les démocraties, celui selon lequel tous les prévenus ont droit à un procès équitable. En clair, la justice du Tennessee demande à la rue de ne pas s'improviser juge, comme c'est un risque aux États-Unis, on le sait. Il faut bien reconnaître que pour le moment, la justice a été entendu. Alors bien sûr, le fait que les 5 policiers soient noirs comme la victime est l'un des facteurs qui a empêché l'embrasement, mais parmi les associations qui défendent le droit des victimes de violences policières, on entend inlassablement rappeler que dans ce pays, la violence policière est un problème structurel, hérité des tréfonds de l'histoire des polices américaines et, disons-le, des époques les plus sombres du récit américain. L'esclavage, la ségrégation, le racisme endémique de ce Sud profond et difficilement réformable. Chers téléspectateurs, et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.